Le vrombissement des moteurs de l'avion bourdonnait à mes oreilles. Je regardais par le petit hublot, ne voyant que les nuages blancs et cotonneux qui flottaient à perte de vue. Le paysage était doux et paisible. Tout le contraire de mon cœur, en proie à un chaos total. À côté de moi, Marlène était assise, les yeux fermés, la tête appuyée contre le dossier. Léo, son fils, dormait sur son épaule. Leur visage était marqué par la fatigue, mais aussi par une étrange détermination. Nous étions en route pour Zurich, en Suisse, fuyant tout ce que nous avions jamais connu. Qui aurait cru? Ma voix résonna dans mes pensées. Qu'un simple cactus brisé pourrait détruire toute une vie. Et en même temps, en créer une nouvelle. Toute cette histoire a commencé il y a une semaine. Dans notre appartement à Paris. Ce samedi matin-là était particulièrement calme. Arthur, mon mari, venait de partir pour Lyon. Il m'avait dit qu'il devait superviser un grand projet là-bas pendant un mois entier. Ce genre de long déplacement était habituel pour lui, qui travaillait pour une grande société immobilière. J'étais habituée au silence de ce grand appartement. Mais même si j'y étais faite, le manque se glissait toujours dans mon cœur. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes baies vitrées de notre chambre, l'inondant de lumière et de chaleur. Je regardais la pièce, magnifiquement décorée dans le style que nous aimions tous les deux. C'était mon monde. Notre cocon. Mais maintenant que j'étais seule, la pièce me semblait trop vide, trop silencieuse. Pour chasser mes idées noires, je décidai de réaménager un peu la chambre. Depuis longtemps, je voulais déplacer la lourde armoire en teck du pied du lit vers le mur de la fenêtre. Arthur n'aimait pas le changement. Il préférait que tout reste à sa place. Mais cette fois, je voulais lui faire une surprise. À son retour, il découvrirait une nouvelle perspective, plus belle encore. Je me mis immédiatement au travail. Je déplaçai les petits objets. Puis je commençai à pousser lentement l'armoire. Elle était bien plus lourde que je ne l'imaginais. La sueur perla sur mon front. Mais je n'abandonnai pas. Finalement, j'y parvins. L'armoire était parfaitement calée contre le mur de la fenêtre. Je reculai pour admirer mon œuvre. Essoufflé. Oui. C'était beaucoup mieux ainsi. La pièce semblait plus aérée. Mais mon regard fut attiré par quelque chose qui effaça mon sourire. L'étagère à cactus d'Arthur. Sur le large rebord de la fenêtre se trouvaient alignés des pots de cactus de toutes formes et de toutes tailles. C'était sa collection chérie. Il en prenait plus soin que de moi. Mesurant l'humidité de la terre, les exposant au doux soleil du matin, leur parlant comme à des êtres vivants. Parmi eux, un spécimen se démarquait. Un grand cactus à la forme étrange, couvert de longues épines acérées. Arthur l'avait baptisé, le patriarche. Il l'avait acquis il y a environ 3 ans et, depuis, lui accordait une attention toute particulière. Chaque fois qu'il partait longtemps, il me laissait des instructions détaillées pour prendre soin du patriarche, alors que pour les autres, un simple arrosage hebdomadaire suffisait. Je regardais l'étagère, maintenant perchée juste au-dessus de la nouvelle position de l'armoire. Ce n'était pas harmonieux. Et surtout, chaque fois que j'ouvrirais un tiroir, je risquais de me faire piquer. Il fallait que je les déplace temporairement. Mais où? Le balcon du salon était déjà rempli de mes orchidées. Après un moment de réflexion, je décidai de les mettre sur une étagère dans le couloir. Ce n'était que provisoire. Je commençai par les petits pots. Un par un. Avec précaution. Mais quand vint le tour du patriarche, j'hésitai.
Il n'était pas seulement le plus grand, mais aussi le plus intimidant. Et son pot en terre cuite semblait terriblement lourd. Je pris des gants de jardinage, puis je soulevai le pot. Il pesait 1 tonne, comme s'il contenait autre chose que de la terre. Je marchai lentement, en retenant mon souffle. Tout se passait bien, mais mon regard fut attiré par une photo sur la table de chevet. Notre photo de mariage. Nous nous regardions avec des yeux pleins d'amour. Mais ces derniers temps, cette image me rendait triste. Quelque chose entre nous avait changé en 6 ans de mariage. La complicité s'était estompée. La distance s'était installée. Plongé dans mes pensées, je ne vis pas le pli du tapis. Mon pied buta. Tout se passa très vite. Je perdis l'équilibre. Et le pot du patriarche m'échappa des mains, s'écrasant sur le sol dans un grand crac. Le pot en terre cuite vola en éclats. La terre se répandit partout. Et le pauvre patriarche gisait sur le côté. Plusieurs de ses épines brisées. Oh non! Murmurai-je, le cœur battant à tout rompre. Arthur allait être furieux. Son silence serait pire que 1000 reproches. Je me précipitai pour chercher une pelle et une balayette. Agenouillé sur le sol, je commençai à ramasser les débris. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange mêlé à la terre. Un petit objet métallique qui brillait au soleil. Je pensai d'abord à un déchet, mais en le ramassant, je fronçai les sourcils. C'était une clé. Une petite clé fragile, comme celle d'une boîte aux lettres. Que faisait-elle là? Je la posai et continuai de nettoyer. Mes doigts touchèrent alors autre chose. Un petit sac en plastique scellé, couvert de terre. Je l'essuyai. À l'intérieur, il y avait une clé USB. Une simple clé USB noire, sans marque. Pourquoi Arthur l'aurait-il cachée ici? Les questions affluaient. Sans réponse. Je fouillai le reste de la terre avec plus d'attention. Au fond du pot, je trouvai un 3e objet. Une petite boîte en métal, légèrement rouillée. Sur le côté, une serrure minuscule qui semblait correspondre parfaitement à la clé que j'avais trouvée. Mon cœur s'emballa. Était-ce une cachette secrète? Que me cachait mon mari depuis toutes ces années? Après une courte hésitation, la curiosité l'emporta. J'insérai la clé dans la serrure et la tournai. Un léger clic se fit entendre. Je retins mon souffle et ouvris la boîte. À l'intérieur, un papier fin était roulé serré. Je le déroulai délicatement. C'était une vieille photographie. Le papier avait jauni. Les bords étaient cornés. On y voyait une jeune femme tenant un bébé dans ses bras. Elle souriait à l'objectif, tandis que le nouveau-né dormait paisiblement. Je n'avais jamais vu cette femme. Elle ne ressemblait à aucun membre de la famille d'Arthur. Elle avait de longs cheveux noirs, des yeux vifs et un sourire étrangement triste. Qui était-elle? Je retournai la photo. Au dos, une écriture féminine, à l'encre presque effacée, disait « Marlène et Léo. L'amour d'un père. 10 juin 2008. » Marlène. Qui était Marlène? Et Léo. Le nom du bébé. Mais quel était le rapport avec Arthur? Je remis la photo dans la boîte et pris le sachet contenant la clé USB. Maintenant, je devais savoir ce qu'elle contenait. Laissant le désordre derrière moi, je courus au salon, vers notre ordinateur portable. Mes mains tremblaient en insérant la clé. Plusieurs dossiers apparurent, nommés par des codes alphanumériques sans signification. Je cliquai sur le premier. Il était rempli de fichiers PDF. J'ouvris le premier et ce que je vis me glaça le sang.
C'était la copie scannée d'une carte d'identité. Au nom de Monsieur Arthur Dubois et Mademoiselle Marlène Vincent. Mais ce qui me pétrifia fut le statut marital, mari et femme. Je regardai la date du mariage. 15 mai 2008. Des années avant que je ne rencontre Arthur. Le fichier suivant était l'acte de naissance d'un garçon nommé Léo Dubois. Né le 10 juin 2008. Le jour même indiqué au dos de la photo. Mère, Marlène Vincent. Et le père. Le nom du père fit s'effondrer mon monde. Père, Arthur Dubois. Mon mari. Ma vue se brouilla. La pièce se mit à tourner. Comment était-ce possible? Arthur avait un enfant. Un enfant dont il ne m'avait jamais parlé. Et cette femme? Marlène. Qui était-elle? Je continuai d'ouvrir les fichiers, espérant une erreur. Mais plus j'en ouvrais, plus la vérité me frappait. L'acte de mariage. Un contrat d'achat pour une maison en banlieue parisienne? À l'heure de non. Une police d'assurance vie où Marlène et Léo étaient les bénéficiaires. C'était un coup de poing dans l'estomac. Arthur était déjà marié. Il avait une autre famille. Mais comment? Nous étions mariés depuis 6 ans. Je fis rapidement le calcul. Il s'était marié avec Marlène en 2008. Mon mariage avec lui avait eu lieu en 2018. Cela signifiait que lorsqu'il m'avait épousée, il était toujours marié à une autre femme. Qui étais-je? Pendant toutes ces années? Sa maîtresse? Sa deuxième femme? Ou juste une idiote sans aucun statut légal? Le dossier suivant contenait des photos. Des centaines. Et sur chaque photo, il y avait Marlène. Parfois seule. Parfois avec son fils. Et parfois avec Arthur. Des photos de vacances à la mer. Sur la Côte d'Azur. Des anniversaires. Une fête d'école. Des photos de famille heureuse. Comme celle que j'avais avec Arthur. Sauf que sur celle-ci, la femme à ses côtés n'était pas moi. Comment avait-il pu mener cette double vie? Comment partageait-il son temps entre deux familles? Et surtout, pourquoi? Dans le troisième dossier, je trouvais des vidéos. Je lançai la première. Le visage d'Arthur apparut. Il regardait la caméra. L'air inquiet. Si tu regardes cette vidéo, Marlène, c'est que quelque chose a mal tourné. Commença-t-il. Je veux que tu saches que je vous aime plus que tout au monde. Toi et Léo. Tout ce que j'ai fait, c'est pour vous. Si quelque chose m'arrive, dans la boîte, il y a tous les papiers nécessaires. Les comptes en banque, l'immobilier, l'assurance. Tout est à votre nom. Vous serez en sécurité. Je te le promets. La vidéo se termina. Plus que tout au monde. Et moi? Alors? Où étais-je? Dans son monde? Je regardais d'autres vidéos. Certaines montraient des moments de vie de famille. Dans d'autres, Arthur parlait à nouveau à la caméra, mentionnant son travail, des dangers potentiels, la nécessité d'être prudent. Il parlait à demi-mot, comme s'il craignait d'être entendu. Je trouvais une vidéo datant du mois dernier. Arthur était dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Marlène. Je vais devoir rester à Nice quelques jours de plus. Le travail est plus compliqué que prévu. Fais un bisou à Léo de ma part et dis-lui que papa rentre vite. Nice. Mais Arthur m'avait dit qu'il allait à Lyon pour rencontrer des partenaires commerciaux. Il m'avait menti. Je fermai l'ordinateur. Le dos appuyé contre le fauteuil. La tête vide. Comment cet homme avec qui je vivais depuis 6 ans
L'homme en qui j'avais confiance et que j'aimais de tout mon cœur. Avait-il pu mener une double vie? Comment partageait-il son temps? Je repensais à ses absences fréquentes. Déplacements professionnels? Disait-il. Je n'avais jamais remis en question ses voyages. C'était son travail. Mais maintenant, je réalisais que ces voyages, ou du moins une partie d'entre eux, étaient simplement du temps passé avec son autre famille. Cette idée était trop folle, trop incroyable pour que je puisse l'accepter. J'ouvris à nouveau les dossiers, cherchant une autre explication. Mais les documents étaient clairs. Il avait une autre famille. Une famille dont j'ignorais tout. Je trouvais le contrat de location d'une maison à Créteil, au nom de Marlène Vincent, datant d'avant notre mariage. D'après les dates de renouvellement, elle y vivait toujours. Créteil. À moins d'1 heure de route de notre appartement. La nausée me prit. Je fermai l'ordinateur. Je devais savoir la vérité. Toute la vérité. D'abord, je devais confirmer l'existence de Marlène et de son fils. J'ouvris une application de réseau social et tapai « Marlène Vincent ». Trop de résultats. Je retournai sur la clé USB pour trouver sa date de naissance. J'affinai ma recherche. Et après quelques minutes, je la trouvai. Son profil était privé. Mais sa photo principale ne laissait aucun doute. C'était la même femme. Je fis défiler les quelques publications visibles et vis un adolescent qui ressemblait étrangement à Arthur. Les mêmes yeux. La même bouche. Sans aucun doute, Marlène et Léo existaient. Ils étaient sa vraie famille. Je trouvai une publication datant de la semaine dernière. Une table dressée. Un gâteau d'anniversaire. La légende disait « Joyeux anniversaire mon amour ». Que tous tes rêves se réalisent. L'anniversaire d'Arthur était la semaine dernière. Il l'avait fêté pendant son déplacement professionnel. Avec son autre famille. Je jetai mon téléphone sur le canapé et éclatai en sanglots. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Évacuant le choc. La trahison. La douleur. Quand je me calmais enfin. Il faisait nuit. Je me sentais vide. Mais étrangement lucide. Je devais parler à Marlène. Face à face. Mais comment? Je ne pouvais pas lui envoyer un message « Bonjour. Je suis la femme de votre mari. Rencontrons-nous. » Je retournai sur la clé USB et trouvai l'adresse de la maison de Créteil. Je la notai. La décision fut prise. J'irai à Créteil. J'irai trouver cette femme demain matin. Après une nuit blanche, je pris le premier train pour Créteil. Le taxi me déposa devant une jolie maison de 2 étages dans un quartier résidentiel calme. Je rassemblai mon courage et sonnai. Personne. Je sonnai à nouveau. Toujours rien. La porte voisine s'entr'ouvrit. Une femme âgée me regarda avec curiosité. « Vous cherchez quelqu'un? Ma petite? » Oui. Madame Marlène. Ah. Marlène. Elle n'est pas là. Ils sont partis en vacances sur la Côte d'Azur? Toute la famille. Ils ne rentrent que lundi. Samedi. Cela signifiait 2 jours d'attente. Et vous êtes? Insista la voisine. Une collègue de travail? Improvisai-je. Je devais lui remettre des documents urgents. Après un instant de méfiance, elle me donna le numéro de portable de Marlène. Je m'assis dans un café. Le numéro sur un bout de papier. Appeler ou ne pas appeler? Finalement. Je composai le numéro. Le cœur battant la chamade. Allô? C'était sa voix. Bonjour. Madame Marlène?
dis-je, essayant de paraître calme. C'est moi. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Camille. J'ai quelque chose de très important à vous dire. À propos d'Arthur. Un silence. Puis. Prudemment, vous êtes une de ses collègues? Pas exactement. C'est personnel. Très important. J'aimerais vous en parler en personne. Nouveau silence. Chargé de méfiance. Je ne suis pas à Paris en ce moment. Je sais que vous êtes sur la Côte d'Azur. Je peux venir. Vous êtes allé chez moi. Sa voix était paniquée. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Il était temps de dire la vérité. Je suis sa femme. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Un hoquet étouffé. Puis la ligne fut coupée. Elle avait raccroché. J'essayais de la rappeler. Mais son téléphone était éteint. J'ai décidé de prendre ma voiture et de conduire vers le sud. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais je n'avais pas le choix. Après des heures de recherche vaine de station en station, mon téléphone sonna. C'était elle. Je veux vous voir, dit-elle sans préambule. Dans 1 heure? Au café Le Chant des Cigales. Sur la route du littoral. Venez seul. J'acceptai. Le café était un petit établissement isolé. Parfait pour notre conversation. Elle était déjà là. Assise à une table au fond. Je la reconnus immédiatement. Elle était belle. D'une élégance simple et fatiguée. C'est vrai? Demanda-t-elle dès que je fus assise. Je lui montrai les photos de notre mariage sur mon téléphone. Elle les regarda. Le visage impassible. Mais ses jointures blanchirent sur le téléphone. 6 ans. Murmura-t-elle. Et vous? Demandai-je. 16 ans. Nous nous sommes mariés en 2008. Il était clair qu'elle ignorait tout de mon existence. Tout comme j'ignorais la sienne. Je lui racontai tout, le cactus. La clé USB. Les documents. Elle m'écouta. Le visage de plus en plus tendu. Le patriarche. Dit-elle. Il l'emmenait partout avec lui. Je n'ai jamais compris pourquoi. Nous comparâmes nos vies. Les mensonges étaient identiques. À moi. Il disait travailler dans l'immobilier. À elle. Dans la logistique internationale. Il mentait à nous deux. Mais pourquoi? Demanda Marlène. Pourquoi 2 familles? Je lui parlais des vidéos. Du danger mentionné? De ses passeports multiples sous différents noms. Ses yeux s'écarquillèrent. Des faux papiers. Comme un criminel. Nous réalisâmes que l'homme que nous pensions connaître était un étranger. Il était sûrement impliqué dans des activités illégales. Mais lesquelles? Avant de partir? Marlène me retint. Dans la vidéo, Arthur a parlé de documents dans la boîte. Vous n'avez trouvé que la photo? Oui. Regardez bien en rentrant. Il y a peut-être un double fond. Sur le chemin du retour, je me sentis étrangement lié à cette femme. Nous étions alliés. 2 victimes du même homme. En arrivant à Paris tard dans la nuit, je pris une chambre d'hôtel. Je n'avais pas la force de retourner à l'appartement tout de suite. Je devais d'abord examiner cette boîte. Le lendemain matin, de retour dans l'appartement qui me semblait maintenant étranger, je pris la petite boîte en métal. Je la secouai. La tapotai. En passant mon doigt le long du bord intérieur, je sentis une minuscule aspérité. Je poussai. Un déclic. Le fond de la boîte se souleva, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, pas de documents,
mais un petit morceau de papier plié. Je le dépliai. Il contenait une série de chiffres, des coordonnées GPS. Et une phrase, la 3e molaire. En haut à droite. Mon téléphone vibra. Un message de Marlène. Problème. Quelqu'un a forcé la porte de notre location. Léo et moi allons bien. Mais j'ai peur de rentrer à Paris. Et s'il nous suivait? Je l'appelai. Sans succès. La panique monta. Les dangers qu'Arthur avait mentionnés étaient-ils réels? Mon téléphone sonna. C'était Arthur. Camille. Où es-tu? Sa voix était tendue. Près de la maison de ta femme. Marlène. Celle dont tu as oublié de me parler. Tu sais. Dit-il. Résigné. Écoute. C'est plus compliqué que tu ne le penses. Vous êtes en danger. Toutes les deux. Pars. Maintenant. Va à Chartres. 101. Rue du Soleil d'Or. Demande tante Noël. Dis que tu viens de ma part. Elle vous aidera. Il raccrocha, me laissant plus confuse que jamais. Je pris la décision de suivre ses instructions. À Chartres. Je trouvai l'adresse. Une femme âgée. Noël. M'ouvrit et me fit entrer rapidement. Dans le salon. Marlène et Léo étaient là. Nous nous serrâmes dans les bras. Soulagés. Nous partageâmes nos histoires, des hommes en costume noir avaient fouillé leur location. Arthur m'avait appelé. Et j'avais trouvé le message secret. Je sais où c'est. Dit Noël en lisant les coordonnées. Une abbaye en ruine dans la forêt. Arthur doit y avoir caché quelque chose d'important. C'est notre seule chance. Dis-je. Cette nuit-là, nous partîmes tous les 3 dans la vieille voiture de Noël. L'abbaye était sinistre sous la lune. Nous cherchâmes. Guidés par l'indice énigmatique. Regardez cette statue, s'exclama Léo. La 3e gargouille sur la droite. Nous nous approchâmes. Dans la gueule de pierre de la gargouille, une brique était descellée. Derrière, une capsule en métal. De retour à la voiture, nous l'ouvrîmes. À l'intérieur, une nouvelle clé USB, une puce électronique, et 3 passeports avec de nouvelles identités pour nous 3. Et enfin, une lettre d'Arthur. Je la lus à voix haute. Ma voix tremblait en lisant ces mots d'amour et de regret. Il expliquait tout, il était un agent infiltré pour une agence gouvernementale. Sa double vie était une couverture pour protéger les gens qu'il aimait. Il nous laissait une fortune sur un compte en Suisse. Assez pour recommencer une nouvelle vie. Quand j'eus fini, les larmes coulaient sur mes joues. Je me tournai vers Marlène, m'attendant à voir la même émotion. Mais ce que je vis me glaça le sang. Marlène ne pleurait pas. Elle souriait. Un sourire froid. Satisfait. Un sourire que je n'avais jamais vu. Enfin, murmura-t-elle en prenant les passeports et la clé USB de mes mains. Tout est à nous. Que veux-tu dire? Bégayai-je. Elle eut un petit rire sans joie. Tu crois vraiment que c'était une histoire d'amour? Camille? Ne sois pas si naïve. Elle regarda Léo, qui restait silencieux, le visage impassible. Arthur était brillant, mais trop sentimental. Il est vraiment tombé amoureux de toi. C'était une erreur monumentale. Une erreur qui a failli faire échouer tout notre plan. Le plan? Notre plan de retraite? Bien sûr, dit-elle en agitant les passeports. Cet argent. Cette nouvelle vie. Tout aurait dû être pour moi et mon fils depuis le début. Mais il voulait inclure. Toi. L'innocente.
C'était trop risqué. Les hommes qui le poursuivaient ne voulaient pas seulement Arthur. Ils voulaient cet argent. Il a monté toute cette histoire pour s'assurer que tout m'arrive en toute sécurité. Mon monde s'effondra pour la seconde fois. Plus violemment encore. Et moi? Marlène haussa les épaules. Son regard vide de toute compassion. Tu as été un outil très utile. Camille. Tu nous as aidés à tout trouver beaucoup plus facilement. Elle ouvrit la portière. Léo la suivit. Merci pour tout. Camille. Dit-elle en guise d'adieu avant de claquer la porte. Bonne chance pour rentrer chez toi. Si tu as encore un chez toi. Puis. Ils disparurent dans la nuit. Me laissant seule dans la voiture. Au milieu d'une abbaye en ruine. Sans papier. Sans argent. Et absolument seule. Ce cactus n'avait pas seulement détruit mon ancienne vie. Il m'avait précipité dans un enfer bien plus profond. Un enfer bâti sur la confiance. Et anéanti par le sourire le plus glacial que j'ai jamais vu de ma vie.